Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, réunion des membres de l'exécutif béninois ce mercredi. La rencontre gouvernementale s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. À suivre le point du porte-parole du gouvernement. 25 mai, date choisie pour favoriser le rapprochement entre les peuples africains. C'est la journée de l'Afrique. La rédaction donne la parole à plusieurs profils d'Africains à l'occasion, acteurs de la santé, journalistes, opérateurs économiques, rappellent les défis qui attendent le continent. Et puis éclairage sur la liste des 54 guides touristiques sélectionnés pour bénéficier d'un programme de renforcement de capacités initié par le gouvernement. Le ministre Jean-Michel Abimbola intervient face à la presse pour couper court à la polémique. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. La réunion des membres du gouvernement, je vous l'annonçais en titre, s'est tenue ce mercredi en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont fuité de cette rencontre des membres de l'exécutif. En voici le point avec Wilfried Léandre. Ongweji, il est le porte-parole du gouvernement. La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 25 mai 2022, dirigée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée. Le présent projet de loi vise à créer le cadre légal adapté pour la protection et la prise en charge efficace des personnes ayant subi des préjudices au cours des missions de maintien d'ordre, de sauvetage ou de défense de l'intégrité territoriale, de même que lors de missions extérieures exécutées dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux. Ce dispositif légal envisagé intervient pour combler une insuffisance de l'actuelle réglementation qui ne prévoit qu'une somme symbolique en guise de frais d'obsèques des victimes ayant perdu la vie dans les missions de défense et de sécurisation de la nation. Il instaure un mécanisme de paiement d'un capital décès aux ayants droit des personnes visées et une prise en charge des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans à travers un soutien matériel, financier et moral de l'État sous forme de subventions d'entretien, d'études et une assurance médicale gratuite ou prise en charge par l'État. Par ailleurs, il prévoit une protection au profit des personnels civils impliqués dans les missions de sécurisation et de défense et y ayant perdu la vie, ainsi qu'une reconnaissance nationale à travers des avancements à titre posthume. Sont concernés par le bénéfice des dispositions de ce texte les personnels militaires des forces armées béninoises blessés, décédés ou portés disparus à l'occasion des opérations susvisées ou leurs ayants droit. Les personnels des forces de sécurité publique et assimilés blessés, décédés ou portés disparus dans les mêmes types d'opérations ou leurs ayants droit. Les civils blessés, décédés ou disparus, impliqués ou associés par les forces armées béninoises aux dites opérations ou leurs ayants droit. Les ayants droit des victimes enregistrées au cours des missions extérieures dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux lorsque les 10 accords ne prévoient pas une prise en charge. Les ministres concernés par le sujet veilleront à l'aboutissement de la procédure législative. Réglementation du bruit en République du Bénin. 2 décennies après l'entrée en vigueur du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin, le développement des activités économiques et la problématique d'une meilleure prise en charge de la pollution sonore appellent son actualisation. En effet, les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées, souvent même en pleine agglomération, sans autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret au terme duquel tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient, selon le cas, avant l'ouverture,
un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Par ailleurs, l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après. Jour ouvrable, 13h à 15h et 22h à 6h du matin. Jour de repos, 20h à 10h du matin. Aux autres heures, l'émission de bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret, suivant que l'on est en zone d'habitation, en zone commerciale ou industrielle. De même, l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique, sirène, haut-parleur, avertisseur sonore, gênant pour le voisinage est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Sont également interdites l'ouverture et l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche. Enfin, il est prévu qu'une dérogation spéciale puisse être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles dans les lieux publics, mais pour laquelle l'intensité du bruit ne saurait excéder 80 décibels et la durée 48 heures. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat. Au chapitre des communications, en 1, réorganisation de la coordination des activités de la francophonie au Bénin. La coexistence de la Commission nationale permanente de la francophonie, CNPF, structure de coordination, de conseil et de suivi des activités de coopération dans tous les domaines de la francophonie et du bureau du représentant personnel du président de la République, Sherpa, a révélé des dysfonctionnements liés notamment au défaut de concertation ou de relations fonctionnelles entre les deux structures. Au regard de ce constat, et tenant compte du fait que la tutelle de la CNPF est désormais assurée par le ministère en charge des Affaires étrangères, une réorganisation de ses attributions s'avère nécessaire. Celle-ci consiste à confier la plénitude des fonctions à ce ministère dans le but de garantir davantage d'efficacité et de favoriser une rationalisation de la représentation de notre pays dans les instances de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil en a ainsi décidé et instruit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération d'assurer l'opérationnalisation de cette réforme, puis d'engager une actualisation subséquente des tests régissant ces organes. En 2, contractualisation pour des missions de maîtrise d'œuvre complète, de conception muséographique scénographique et de contrôle technique des travaux du Musée international du Vaudou à Porto Novo. Le site destiné à accueillir cet important musée a été identifié et les diligences en vue de sa libération par les occupants actuels sont quasiment achevées. La prochaine étape consiste en la mise à disposition du maître d'ouvrage des plans architecturaux et des études techniques détaillées, de même que les concepts muséographiques et scénographiques en vue du démarrage des travaux et de l'acquisition par la suite des équipements. C'est dans ce cadre que le Conseil a autorisé les ministres concernés par le projet à accomplir les diligences pour la contractualisation avec les cabinets retenus et à veiller à la bonne exécution des travaux. En 3, signature de la convention de concession et du contrat d'achat d'électricité pour la construction par un producteur indépendant d'énergie électrique d'une centrale thermique à cycle combiné d'une puissance de 41 MW. En sa séance du 24 mars 2021, le Conseil des ministres avait autorisé le passage en cycle combiné de cette centrale pour une capacité de 40 MW, mais les optimisations issues des négociations avec le constructeur
permettent de passer à une puissance de 41 MW. Le Conseil a donc marqué son accord pour la signature de la convention de concession et la signature du contrat d'achat d'énergie ainsi que du contrat de raccordement au réseau de la SB2E. Par la même occasion, il a été autorisé le transfert à la Société béninoise de production d'électricité du contrat d'achat d'énergie électrique conclu dans ce cadre. Le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Économie et des Finances accompliront les diligences requises pour la réalisation du projet sur le site de Maria Gleta. En 4, signature des conventions de concession, des contrats d'achat d'énergie électrique, de raccordement au réseau électrique et des baux à construction associés en vue de la mise en place de 4 centrales solaires photovoltaïques à Boïcon, Parakou, Natitengu et Djougou. La mise en œuvre de ce projet va permettre de générer 50 MW par les 4 centrales. Il participe de la volonté du gouvernement d'accroître l'offre d'électricité en renforçant les capacités de production au plan national dans le but d'assurer un plus grand accès à une énergie fiable. Afin d'engager leur réalisation diligente, le Conseil a marqué son accord pour la signature de 4 conventions de concession, de 4 contrats d'achat d'énergie électrique, de 4 contrats de raccordement au réseau électrique et de 4 baux à construction pour la mise en place en mode construire, exploiter, détenir et transférer de ces centrales. Par la même occasion, il a été autorisé le transfert à la SBPE des 4 contrats d'achat d'énergie conclus dans ce cadre. En 5, mission de contrôle et de surveillance des travaux restants du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoume, Glazoué et environ. Le dit projet, en cours d'exécution, a atteint un niveau de réalisation encourageant. Il intègre notamment la construction de 2 barrages, celui d'une capacité de 12 millions de mètres cubes sur la rivière Lifo dans la commune de Glazoué et celui d'une capacité de 2 millions de mètres cubes déjà achevé à Ayedjoko dans la commune de Savet. Mais au cours des travaux, il est apparu des infiltrations et affouillements importants sur la digue du barrage de Lifo à la suite des pluies diluviennes intervenues dans la région les 8 et 9 août 2021. Les analyses et contre-expertises commanditées ont recommandé une méthode de reconstruction plus optimale et durable de l'ouvrage, assortie d'un déversoir additionnel destiné à en garantir la sécurité. Se fondant sur cette recommandation, le Conseil a marqué son accord pour la présente contractualisation et instruit les ministres concernés par le projet de veiller à sa réalisation aux normes et qualités requises. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé la participation d'une délégation du Bénin à la 110e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres à Genève en Suisse du 27 mai au 11 juin 2022. Je vous remercie. Voyons à présent cette vulgarisation des mesures d'atténuation de la crise économique mondiale. Une séance de sensibilisation a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou, en présence du recteur Bertrand Sobossi. Les causes réelles de la crise et les paquets de mesures prises pour soulager les populations ont été revus par la délégation gouvernementale. Voici le compte-rendu de Ronald Robinson et Giscard Apovi. L'octroi d'une subvention ponctuelle aux étudiants béninois de la Russie et de l'Ukraine, ils sont environ 200. Le haut lieu du savoir de Parakou est imprégné des batteries de mesures prises par le gouvernement pour soulager les consommateurs en général et les producteurs en particulier face à la vie chère. Tour à tour au pupitre, la délégation gouvernementale et les représentants de la communauté universitaire de Parakou ont solennellement rivalisé de verbes pour apprécier la conjoncture économique et les efforts consentis par le Bénin pour atténuer les effets de la cherté de la vie. Nous saluons le chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans ce pays. Si nous prenons les 100%, je peux dire que pour ce qui nous concerne, nous enseignants, les 98%
sont à saluer, mais il reste à faire. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les étudiants de Parakou se sont montrés sensibles à la démarche du gouvernement. Toutefois, ils sollicitent l'augmentation des bourses et secours universitaires, la revue de la capacité de réception du restaurant et du service d'hébergement au moyen d'une augmentation des subventions dans le budget des organisations estudiantines du COUSPE et du rectorat de l'université de Parakou. Que les cours de chaque enseignement dans les facultés et écoles du Bénin soient surtout disponibles désormais en format PDF. Que le gouvernement octroie à nos organisations un espace vert de 20 hectares au moins pour nous permettre à nous-mêmes, étudiants de l'Université de Parakou, de cultiver désormais des produits de première nécessité pour pouvoir au mieux faire face à nos besoins. Réduire et surtout réduire les frais de formation dans les écoles de spécialité technique pour permettre même à l'étudiant le plus pauvre de bénéficier de la formation disponible. Les décisions prises par le gouvernement n'ont pas été des mesures adressées spécialement au corps administratif ou technique, mais c'est l'ensemble de nos concitoyens. Quand je prends le gasoil et de façon générale les produits pétroliers, c'est depuis avril 2021 que nous avons commencé de subventionner ces produits-là pour qu'il n'y ait pas une hausse sur le marché national de ces produits. La ministre de la Digitalisation et du Numérique rassure quant à l'évolution des travaux liés au déploiement de la fibre optique à l'université de Parakou. Aurélie Adamsoulé-Zoumaro évoque 10 sites universitaires interconnectés et bénéficiaires de connectivité et d'un réseau de distribution par des points d'accès Wi-Fi, dont fait partie l'université de Parakou. L'avenir de la jeunesse estudiantine, fer de lance de l'élite de demain, préoccupe le gouvernement et son chef, d'où la plus grande réforme liée à la formation technique et professionnelle. Dans 2 ans, nous allons construire au Bénin ici 30 lycées agricoles. Donc, les 20 hectares, vous les aurez déjà là-bas. À chacun de ces lycées agricoles sera adossée une ferme d'expérimentation de 1000 hectares. Au-delà de la construction des infrastructures dont fait partie celle du campus de Baka, inscrite en lettres d'or dans le PAG2, le gouvernement qui construit sa résilience entend faire de ce quinquennat celui du capital humain à travers le renforcement des effectifs et des équipements dans les universités. On reste à l'université avec cette bonne nouvelle. Bientôt, dans les centres universitaires et autres services publics, la connectivité sera la chose à mieux partager. C'est le fruit des efforts du gouvernement dont ont expliqué aux étudiants le conseiller Johannes Dayon et la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumaro. On les écoute. L'ensemble des dernières mesures prises par le gouvernement pour soutenir, contenir les effets de la crise représente sur une période de 3 mois, avril à juin 2023, plus de 80 milliards de francs CFA. Le programme de construction, de réhabilitation et d'équipement de 30 lycées techniques agricoles modernes, estimé à plus de 300 milliards de francs d'investissement, a déjà démarré. Parallèlement, le gouvernement a recruté en 2021 une première cohorte de 662 aspirants au métier d'enseignant au profit des lycées techniques agricoles, dont la formation sera assurée par l'Université nationale d'agriculture avec l'appui d'une expertise internationale en cours de mobilisation. La mise en place de 7 écoles de métiers de référence dans les domaines de l'énergie et du développement durable, du numérique, des bâtiments et des travaux publics, de l'automobile et des équipements industriels, de l'eau et de l'assainissement, des industries du bois et de l'aluminium, du tourisme, hôtellerie, de la restauration. Aujourd'hui, nous sommes dans les dernières phases pour la mise en service effective. Nous avons voulu commencer par les sites à effectifs, disons, qui nous permettaient de voir le comportement du réseau. C'est pour ça que vous avez certainement appris que parmi ces 10 sites, il y a par exemple l'ENEAM, l'UNS de Porto Novo, l'IMSP de Dambo qui ont été mis en service et qui fonctionnent aujourd'hui. Les 12 sites restants, parce qu'il y a 12 sites universitaires aujourd'hui qui attendent, qui n'ont pas la chance de l'université de Parakou d'avoir eu déjà les réseaux installés, les points d'accès. Ces 12 sites-là aussi, nous avons entamé les études et dans le cadre du PAG2, ces 12 sites aussi seront intégrés au réseau béninois d'éducation et de recherche. On va aller vers un mode de cours qui permet de facilement mettre en place le e-learning. La ministre de l'enseignement supérieur, l'ensemble du gouvernement est vraiment engagé dans cette voie.
Allons à présent dans la mai courante, précisément à Porto Novo qui reçoit à cœur joie la nouvelle de la réduction du prix de l'huile végétale dans le marché malgré la crise économique mondiale. Dans sa volonté de soulager les peines des populations face à la crise économique, le gouvernement béninois a subventionné les produits de grande consommation tels que l'huile végétale. Désormais, le prix du litre est fixé à 1300 francs CFA au lieu de 1500 francs. Quelques citoyens apprécient. Ils sont au micro de Filme Bassao et Brice Ongo. Lorsque moi je suis arrivé hier, j'ai demandé à quelqu'un de me renseigner l'huile qui est là. Et ils ont dit que c'est à 1300 francs l'unité. Donc selon moi, je sais que prochainement, moi je vais payer ça là. C'est une bonne décision. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Difficilement nous on mange. Je remercie notre cher président parce que tu te passes partout maintenant. Hein, à cause de lui, moi si je me lève tout le matin, je lui fais la prière. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, les autres qui sont passés par là, ils n'ont pas fait ce que lui il est en train de faire. Seulement que les vendeurs n'ont pas encore accepté, c'est-à-dire accepter la décision du gouvernement. Au moment où l'huile était à 1500, c'est un peu difficile pour nous de payer. Et comme le prix est maintenant un peu moins cher, ça serait un peu bon pour nous d'acheter. C'est une bonne décision de la part du gouvernement. Il a fait beaucoup de choses. Moi, je suis parti à l'hôpital dans cette semaine-là. J'ai vu ce qu'ils ont construit là. Je suis très contente. Grand hôpital de Porto Novo. Oui. Quand je suis rentré là, j'ai dit ça. Et où ils ont envoyé ça là encore? Ils ont dit que c'est la femme du président pédiatrie. C'est Claudine Talon qui a fait ça. Et puis ils ont dit que toutes les femmes qui sont venues là, et puis ils veulent faire césarienne, c'est gratuit. Parlons de cette sensibilisation sur la cherté de la vie. Le maire de la ville de Cotonou a mis fin ce jour mercredi à sa tournée d'explication dans les 12 arrondissements de sa commune, soit au total 165 quartiers parcourus. Il fait le point de l'exercice au micro de Jérôme Mungo. Nous avons commencé cette tournée il y a longtemps. Après la tournée gouvernementale, nous avons pris le relais au niveau de la mairie pour que les quartiers soient informés. Parce que mieux informés, mieux les choses marchent. Et nous avons été agréablement surpris par la mobilisation au niveau de la base. Preuve que les gens ont soif de l'information. Nous avons fait plusieurs équipes. Nous avons hier sillonné au total les 165 quartiers, regroupés parfois en des lots de 2 ou 3 quartiers selon les sensibilités ou selon la proximité. Et nous terminons notre périple aujourd'hui au niveau du 12e arrondissement. Je m'en voudrais de ne pas remercier les acteurs qui nous ont aidés à réussir cette mission, notamment les directeurs départementaux dans leur ensemble, les conseillers municipaux, les adjoints au maire, vous, journalistes, web activistes et faiseurs d'opinion. Merci pour ce que nous avons pu faire ensemble. Nous souhaitons que les doléances des populations qui seront portées au niveau que vous savez, nous souhaitons vraiment que ces doléances soient prises en compte et nous ne donnons pas du tout de la volonté du gouvernement de faire en sorte que les choses s'améliorent. Autre actualité avec ces audiences, 3 personnalités étaient ce mardi au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du président de l'association de développement de Kokumolu Adak Wenosu et du vice-président de l'Union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être. La 3e personnalité reçue est le président de l'association islamique Nasrullahi Al-Fatiha, Nafsfat. On écoute Djibril Yaya à sa sortie d'audience. Il est au micro de Nathalie Dorisso-Labi. On a parlé du pays, la paix au Bénin, et que la religion ne doit pas être une source de division. Si Dieu le Tout-Puissant a permis qu'il y ait beaucoup de religions, ce n'est pas à l'homme de vouloir corriger ça là. Parce qu'au moment où le prophète aussi prêchait, il voulait s'énerver. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ton problème à toi, c'est de prêcher. Qui va accepter? C'est moi qui décide. Si quelqu'un n'accepte pas, laisse-le. C'est à Dieu de juger. Nul ne doit juger. Et par rapport à ça, nous œuvrons beaucoup pour la coexistence entre les religions. Ce serait une source de paix pour notre
pays et pour l'humanité. Et le président nous a bien reçus. Nous sommes très heureux, très heureux pour l'accueil. Et nous souhaitons longue vie au président de la République. Et nous lui disons vraiment merci pour le renforcement de la démocratie et tout ce qu'il fait pour Porto-Novo et pour le Bénin. Passons à présent à cet éclairage avec le ministre du Tourisme et des Arts qui a publié la liste des 54 guides touristiques sélectionnés pour bénéficier d'un programme de renforcement de capacités initié par le gouvernement. Dès la publication de cette liste officielle, la toile s'est tout de suite enflammée, contestant ainsi la crédibilité du mode de sélection. Polémique animée par une presse en ligne face à la presse. Ce mercredi 25 mai 2022, le ministre du Tourisme et des Arts a donc apporté des éclaircissements sur la clarté du travail abattu dans le cadre de la sélection des candidats. Suivons le ministre de la Culture. Polémique autour d'une prétendue fraude dans la sélection des 54 guides de tourisme. Des guides retenus pour bénéficier d'un programme de renforcement de capacité initié par le gouvernement. Cette controverse apparaît en raison de la comparaison de la liste officielle à une autre, préalablement publiée. Pourtant, il ne s'agissait que d'une partie des résultats de présélection. 60 candidats dont la liste aurait été publiée par un journal principalement, vous verrez que ce sont des candidats qui proviennent exclusivement de certains pôles. Tous les pôles n'étaient pas encore traités et vous verrez que cette liste n'a pas été une liste signée, n'est pas une liste cachetée, n'est pas un document public. C'était un travail à mi-parcours. D'où ça vient, je ne saurais le dire. On voit également que les 20 qui seraient prétendument des gens qui ont été insérés frauduleusement, si vous regardez bien, vous verrez que ce sont des candidats présélectionnés dans le pôle Niki Natitengo Bukumbe. Donc il est quand même difficile qu'on nous dise que si on a voulu frauder seulement avec un seul pôle. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs on aurait voulu frauder en l'excluant un pôle touristique et en ne sélectionnant que des gens d'une partie des pôles touristiques, alors que dès le début on savait bien quels étaient tous les pôles considérés. Le ministre en charge du tourisme rassure de la crédibilité de ces résultats officiels. Aucune faveur n'a été au rendez-vous. Si vous regardez l'ensemble, j'imagine que vous ne verrez aucun ressortissant de Kétou, hélas pour moi. Encore moins un membre de la famille Abimbola. Donc nous avons fini avec cette époque. Le comité est très bien composé. Ce comité est composé de Béninois nationalistes, patriotes, dévoués et propres, intègres. Durant pratiquement 2 semaines, un à un par dossier, ça a été suivi. Les candidats disposent de 48 heures pour d'éventuelles réclamations à compter de la date de publication des résultats. Parlons cinéma à présent. Une nouvelle ère qui s'ouvre pour le paysage cinématographique béninois. Un nouveau film entièrement réalisé par des Béninois sera diffusé en avant-première demain 26 mai à Canal Olympia, découvrant un peu plus cette œuvre avec ce reportage signé Génial Afoda, Monsieur Boka et Wenceslas Awaimo. Avec ce film, le Bénin a fait un grand bond en avant. Est-ce que vous mesurez la gravité de la situation? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Injustice, le nouveau chef-d'œuvre qui va révolutionner le cinéma béninois. Ce film, à l'image de son titre, dénonce les injustices sociales, retrace l'histoire d'une quête effrénée de justice. Nous avons démarré depuis 2019. Alors, nous avons évidemment commencé par l'écriture de ce projet et traquer la production. Et il faut dire que nous avons tourné ce projet dans 3 pays différents, c'est-à-dire le Bénin majoritairement, la France
et le Togo. Injustice, une production entièrement béninoise, de quoi faire la fierté de toute une nation. Nous sommes justement rassemblés aujourd'hui pour faire la promotion, pour mettre en lumière cette œuvre de très belle facture qui a été tournée avec des acteurs béninois, des techniciens béninois, une production béninoise, c'est vraiment inédit. Parce que Justice, c'est un très bon film. C'est un très bon film. Dieu se sait avec un très bon scénario, de très bons acteurs et surtout la qualité technique qui est derrière. Et je pense que le Bénin a de quoi être fier. Et comme on le disait, grâce à ce film, en fait, le cinéma béninois va écrire une nouvelle page de son histoire. Le nouveau joyau sera diffusé en avant-première ce 26 mai. Puis il sera diffusé au grand public dans les salles Canal Olympia à compter du 27 mai. On laisse cinéma pour parler du patronat béninois. Assemblée générale élective au sein du patronat béninois ce mercredi. Un nouveau bureau exécutif est élu avec à sa tête Eustache Kotigan qui assurait l'intérim de la présidence. L'homme entend fédérer les énergies pour insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation. Lénaï Kagbazaou et Daniel Ada. Après avoir achevé le mandat de son prédécesseur Sébastien Adiavon, Eustache Kotigan est reconduit dans ses fonctions de président du Conseil national du patronat du Bénin. Un processus entamé il y a un mois avec l'adoption de nouveaux tests et règlements intérieurs a conduit à la désignation des 25 membres du conseil d'administration qui ont à leur tour élu les 8 membres du bureau exécutif. C'est dans un esprit de service, de passion et de détermination que je relèverai le défi de cette présidence. J'invite chacun d'entre nous à me rejoindre dans un engagement civique résolu au service de notre avenir durable. Eustache Kotigan invite donc à une synergie d'action afin de mieux faire face aux questions cruciales de l'heure. Gardons à l'esprit que la plupart de nos entreprises sont confrontées encore aujourd'hui à d'énormes difficultés liées au Covid-19 ainsi qu'à une inflation galopante au niveau mondial. Cette situation délétère nous oblige à être encore plus résilients et solidaires. Un autre défi. Le PAG 2021-2026 prévoit pratiquement 52% des projets à réaliser en partenariat public-privé. Nous ne devons pas rester en marge de ce vaste chantier de transformation structurelle de l'économie béninoise. La cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif du CNP Bénin se fera en présence des présidents des patronats de la sous-région et d'autres pays afin de donner un nouvel envol à l'organisation. On parle à présent de cette célébration. Aujourd'hui, 25 mai, c'est la journée de l'Afrique, une date retenue pour célébrer l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, une occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Pour marquer l'événement, la rédaction donne la parole à plusieurs profils d'Africains, acteurs de la santé, journalistes, opérateurs économiques, sur les défis qui attendent encore le continent. C'est une compilation signée Ariane Da Silva. Nous avons un continent magnifique qui est riche et aujourd'hui les défis sont multiples. Il faut qu'on travaille encore davantage sur la partie énergétique. Il y a des défis sécuritaires qui sont en train de se poser dans certaines régions de notre continent. Mais ce qui constitue en fait la bombe à retardement pour notre continent, c'est cette énorme jeunesse que nous avons qui n'est pas au travail et pourtant qui est formée. La question de la gouvernance me semble être le plus important parce qu'on voit que les critiques qui sont souvent portées contre le gouvernement, les régimes, portent souvent sur la question de la démocratie. Or, la sève nourricière de la démocratie, c'est la gouvernance, la transparence dans la gestion de la chose publique, la reddition des comptes, la justice sociale et même l'existence de médias indépendants et crédibles. Je suis d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes un ensemble de 15 pays qui sont réunis pour faire la CEDEAO. On n'arrive toujours pas à avoir une monnaie commune, puisque dans l'UEMOA, nous n'avons que 8 pays. Il y a tout un tas de sous-ensembles régionaux comme ça en Afrique,
Et nous aimerions bien qu'un jour ou l'autre, on arrive à ce que tout le monde parle d'une même voix. Si réellement il y avait des volontés politiques pour ce faire, il y aurait beaucoup de choses qui auraient déjà abouti. Dans le domaine de la santé, je reconnais que nos cliniciens reçoivent certes une formation approfondie, mais je pense qu'il manque un peu de mise à jour. Alors je pense que nos gouvernements doivent penser au renforcement des capacités de nos praticiens. Nous devons aussi penser à investir dans les recherches scientifiques. Nous devons penser à investir dans des laboratoires scientifiques. L'Afrique doit avoir ses propres laboratoires scientifiques, faire ses propres recherches scientifiques. Alors parmi les plus grands défis, je dirais la sécurité, la lutte contre le terrorisme dont nous parlons beaucoup, mais il y a aussi un autre volet, et non des moindres, c'est celui de la sécurité alimentaire. Notre continent est largement touché par les changements climatiques dont nous subissons déjà les effets. La sécheresse en Afrique australe et dans la Corne de l'Afrique, et il y a, à contrario, les inondations qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Et puis aussi, bien évidemment, l'accès à l'eau potable. De nombreux pays, encore au jour d'aujourd'hui, n'ont pas accès à l'eau potable. Et ceci pour dire, il faut qu'on se relève les manches, parce que ce n'est pas qu'une affaire de politique, c'est une affaire qui nous touche tous dans notre quotidien. Comment atténuer les effets des changements climatiques, c'est très important, c'est un défi majeur. Faire une transition énergétique, utiliser des énergies beaucoup plus saines. Non seulement nous avons besoin de finances, mais aussi de technologies, de compétences pour pouvoir faire une meilleure transition énergétique. Voyons à présent ce soutien aux couches défavorisées. Parlons donc de mécénat éducatif avec le CRESET, les Amis de Christian Gbogbo. Il a organisé samedi dernier à Boycon une journée d'orientation au profit des candidats au CEP au bac de la 23e circonscription électorale. À l'occasion, des lots de fascicules de révision ont été offerts aux apprenants Roland Tchanka et Kadnel Capo. 2000 fascicules de la collection Mon CEP en poche et 350 polycopiés d'épreuves type des matières principales du baccalauréat. De quoi soutenir ces candidats dans leur révision à quelques semaines des examens. Les donateurs, les amis de Christian Gbogbo, engagés dans le hautement social depuis 2 ans. L'objectif du CRESET, les amis de Christian Gbogbo, c'est pouvoir révéler le zoo, plus particulièrement les communes de Boycon, Agbanzo, Tidja et Abomey, au niveau de toute la nation béninoise, de pouvoir appuyer, accompagner ces candidats pour que nous puissions avoir très prochainement les premiers au niveau de ces différents examens provenant de l'une de ces 4 communes. Inscrire les candidats de la 23e circonscription électorale au palmarès des candidats les plus illustres du Bénin. Les amis de Christian Gbogbo y tiennent comme à la prunelle de l'œil. Aujourd'hui, avec le chômage endémique, avec les politiques publiques, avec ce qui se passe, il est plus intéressant pour un élève, un étudiant aujourd'hui, de se dire qu'à la fin de son cursus, il va travailler pour l'État, pour être fonctionnaire. Donc c'est intéressant dès maintenant de voir les filières qui existent pour l'auto-emploi. Il y en a tellement, on peut être dans l'agroalimentaire, on peut devenir entrepreneur, dans le BTP, on peut faire tellement de choses. C'est ces éléments que j'ai dû expliquer à ces jeunes-là. Formation des femmes et dons d'équipements en vue de leur autonomisation, appui aux agriculteurs, fourniture de panneaux solaires et réalisation de forages au profit de centres de santé et de commissariats sont les autres actions que mènent les amis de Christian Gbogbo dans la 23e circonscription électorale. Voyons à présent cette alerte des acteurs du monde forestier sur la pression que subit la biodiversité. Les documents indiquent la disparition de plusieurs centaines d'espèces au Bénin. Il faut inverser la tendance en suscitant une prise de conscience de tous en faveur de la préservation de la biodiversité. Une rencontre est initiée entre acteurs de ce secteur à Cotonou. Suivez le compte-rendu. Bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie, un idéal qui préoccupe ces acteurs du monde forestier. Mais un préalable, la préservation de la biodiversité. Les signaux sont au rouge, d'où la nécessité d'inverser la tendance. C'est dans l'objectif de faire prendre conscience à chaque individu du rôle qu'il a joué dans la conservation de la biodiversité que la Convention sur la diversité biologique a proposé comme thème
de cette 29e journée internationale de la biodiversité, je cite, « Building a shared future for all life ». Le Bénin s'est empressé de ratifier en 1994 la Convention sur la biodiversité signée en 1992. Et depuis, la question de la préservation de la biodiversité constitue son cheval de bataille. Notre pays, le Bénin, a l'obligation de poursuivre les efforts de conservation de la flore et de la faune avec une attention particulière sur les nombreuses potentialités dont regorgent nos écosystèmes forestiers. Pour y parvenir, tout le monde est donc invité à jouer sa partition. La biodiversité fait face à une menace sans précédent au Bénin. Le 6e rapport national sur l'état de la biodiversité indique la disparition de centaines d'espèces. La pertinence de cette rencontre entre acteurs pour esquisser des pistes de solutions. Et on finit par ces soutenances de thèse. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'UAC a de nouveaux docteurs. Ils ont présenté les fruits de leur recherche devant différents jurys. Ézéchiel Jacob nous fait le point. Proposer une nouvelle méthode de gestion à l'administration publique au Bénin. C'est l'objectif de ces nouveaux docteurs. Les travailleurs de l'administration publique travaillent dans une bureaucratie, selon Iris Aïmansé, un mode de fonctionnement qui freine le développement des secteurs du public. Nous devons rechercher la performance. Et la recherche de cette performance s'observe à travers l'efficacité, l'efficience et l'économie. Et pour avoir cette performance, nous devons utiliser les pratiques du privé, c'est-à-dire les outils, les modes de gestion et d'organisation du secteur privé. Si ces outils et méthodes vont permettre à l'administration publique d'avoir un bon rendement, Elima Oignon estime pour sa part que les petites et moyennes entreprises doivent innover. L'innovation managériale. Et c'est cette innovation qui permet effectivement aux entreprises de pouvoir vite avoir une performance assez stable pour faire face aux défis de la mondialisation concurrentielle qui existe aujourd'hui. Performance dans l'administration en général, mais aussi dans les entreprises agricoles, comme le recommandent les travaux de Aremon Wegbenou. Désormais, pour espérer une performance au sein d'une entreprise agricole, il faut qu'on adopte le principe, le modèle de la co-construction du savoir. Il va falloir alors créer une recherche scientifique sur les conditions de développement des entreprises agricoles au Bénin en vue de leur performance. Les travaux de ces 3 nouveaux docteurs sont reçus par acclamation avec une mention très honorable des jurys. Occasion pour eux d'inviter les décideurs à prendre en compte ces nouvelles recherches afin de booster le rendement des entreprises et de l'administration publique. Ce journal se refait. Marianne Da Silva reprend les commandes à 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Moto est une marque de moto électrique. Elle est la propriété du groupe indien de renommée internationale M Auto Electric Mobility. Face au public, les responsables de l'entreprise dévoilent les engins. Les